Eh bien, nous y sommes, hein. C'est la dernière conférence, c'est la conférence de clôture. Merci Marie-Christine, en tout cas, d'être avec nous pour cette conférence de clôture. Alors, je vais vous présenter Marie-Christine Rousset est professeure d'informatique, membre du LIG, Laboratoire d'informatique de Grenoble, dans le groupe Slide à l'Université de Grenoble-Alpes en France. Ses domaines de recherche sont la présentation des connaissances et l'intégration de l'information. Elle participe notamment à plusieurs projets combinant l'intelligence artificielle et les techniques de base de données pour l'intégration de l'information. Marie-Christine Rousset est membre d'honneur de l'Association française pour l'intelligence artificielle, l'AFIA, depuis 2025. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de nous parler de l'intelligence artificielle qui nous questionne beaucoup dans les programmes, en tout cas en enseignement scientifique de terminale. Donc, je vous laisse la parole. Vous pouvez y aller. Merci. Je vais partager mon écran. Alors. J'entends un bruit de fond. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien. Comme j'ai partagé mon écran et que j'ai plus accès au menu, donc je suis désolée, je ne vois rien, à part mon exposé. Donc, j'espère que vous m'entendez. Est-ce que quelqu'un peut me dire oui ou non? Est-ce que vous m'entendez, vous? Oui. Voilà, et donc je vous entends, en tout cas. Et vous voyez l'écran je vois votre écran, donc bon, je vois le parfait. titre, panorama général et quelques zooms. Voilà, et ben, c'est très bien. Donc, je vais commencer. Donc, merci pour l'invitation. Vous devez être tous fatigués, mais voilà, je vais essayer de vous présenter un panorama général de l'intelligence artificielle en faisant quelques zooms, sachant que l'intelligence artificielle, c'est un domaine très, très vaste. Donc, évidemment, en 45 minutes ou une heure, je vais faire vraiment un survol rapide. Je vais quand même essayer d'illustrer certains points par des exemples. Donc, l'intelligence artificielle est un domaine très vaste de l'informatique qui recouvre des techniques très différentes, mais qu'on peut caractériser toutes par l'ambition de l'IA, qui est de rendre la machine, enfin, ce qu'on appelle la machine, nous c'est l'ordinateur, voilà, rendre la machine capable d'apprendre et de raisonner à partir de données et de connaissances, et ce, dans le but de percevoir et modéliser un environnement dans lequel donc l'ordinateur est, voire le robot est, l'ordinateur au sens large, et ce, pour soit faire un diagnostic, soit proposer une décision ou un plan d'action ou résoudre une tâche complexe. Et ce, par des méthodes algorithmiques génériques, ça c'est très important, susceptibles de s'adapter à de larges classes de situations. Donc, les problématiques recouvertes par ce domaine sont larges et moi, je vais plutôt structurer mon exposé sur ces trois problématiques fondamentales que je vais essayer d'esquisser. La première, qu'on appelle aussi souvent l'IA symbolique, l'intelligence artificielle symbolique, porte sur la mécanisation de raisonnement sur des connaissances formalisées. La deuxième, qui a le vent en poupe à l'heure actuelle, s'appelle l'apprentissage automatique ou le machine learning en anglais à partir de données. C'est ce qu'on souvent on parle d'IA, d'intelligence artificielle numérique, et qui est fondé beaucoup sur des modèles mathématiques statistiques et aussi sur ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Et enfin, j'aborderai aussi un domaine privilégié d'intelligence artificielle qui est ce qu'on appelle la perception artificielle, où là, c'est pour, donc avec les perceptions pouvant être visuelles, auditives ou multimodales comme en robotique. Et la perception visuelle recouvre tout ce qui porte sur l'interprétation, la reconnaissance d'images et de scènes dans des images ou dans des vidéos. Et auditif, ça porte sur la compréhension du langage parlé. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le plan que je vais suivre. Donc, je commence par cette problématique de la mécanisation du raisonnement. Alors, mécanisation, c'est dire comment rendre automatique un raisonnement sur des connaissances et donc donner à la machine la possibilité justement de raisonner du coup, puisque en implantant un algorithme de mécanisation du raisonnement. Alors, cette question de mécanisation du raisonnement, c'est une question en fait fondamentale qui s'est posée en fait
de fait bien avant la naissance de l'informatique, puisque chez les philosophes grecs, en fait, cette problématique était déjà étudiée sur la question de comment savoir qu'un discours est fondé, c'est-à-dire qu'on arrive à prouver quelque chose. Comment on peut prouver quelque chose? Comment on peut prouver que Socrate est mortel? Ce n'est pas une opinion que Socrate est mortel, ça peut se prouver de façon rigoureuse à partir d'un ensemble d'axiomes et de règles. Bon, voilà, donc là, c'est un petit exemple. Donc, à l'époque, ça s'appelait des syllogismes, et ça a donné naissance, en fait, au raisonnement mathématique et à savoir comment on peut prouver quelque chose à partir de règles de base posées comme des axiomes, et puis de pas d'inférence. Alors, d'un point de vue de l'informatique, cette question de mécanisation algorithmique, c'est-à-dire de comment rendre possible la mécanisation par un ordinateur, ça a été vraiment déjà étudié, soulevé par Alan Turing, qui a émis dès le départ, dès la fin des années 50, donc début des années 60, émis l'idée d'une intelligence artificielle fondée sur la mécanisation d'un système formel, un système formel étant un ensemble fini d'axiomes et de règles d'inférence. Alors, ces systèmes formels, ça a été vraiment très, très étudié. Ça a été un grand défi du début du XXe siècle en mathématiques. Et il y a et les mathématiciens à cette époque ont pensé qu'on pouvait tout faire, tout capturer à l'aide de systèmes formels, en tout cas en mathématiques. Mais c'est avéré faux. Et donc, il y a eu de nombreux résultats dits d'impossibilité ou d'indécidabilité, en particulier concernant l'axiométisation complète de l'arithmétique, et qui était un des 23 problèmes que Hilbert, qui est un grand mathématicien, donc avait énoncé au début du XXe siècle comme étant les 23 problèmes du siècle à résoudre. Eh bien, elles se sont soldées pour un certain nombre par des théorèmes d'impossibilité, dont le théorème d'incomplétude de Gödel en 1933. Et de la même manière, il y a aussi des résultats négatifs, des résultats d'indécidabilité qui ont été émis par Alan Turing en 1936, donc avant même qu'il travaille sur ce qui allait devenir l'informatique, et où il essayait de trouver un système formel complet pour capturer ce qu'on appelait la logique des prédicats du premier ordre. Et il a montré que ça n'était pas possible en gros, de tout capturer en mathématiques et en logique par un enchaînement de règles d'inférence à partir d'axiomes. Donc, tout ça, c'était plutôt des résultats négatifs. Et donc, sur la base de ces résultats négatifs, eh bien, les gens ont eu une approche de dire plus pragmatique en disant on va réduire le formalisme logique que l'on va considérer, et on va faire en sorte qu'on va pouvoir trouver alors des résultats positifs de décidabilité. Donc, c'est le cas, par exemple, de la logique propositionnelle. Alors, la logique propositionnelle, je ne vais pas vous faire un cours sur la logique propositionnelle, je vais juste l'illustrer par un exemple tout simple. Ça sert souvent à modéliser, en fait, ici, dans mon exemple, un système physique électrique. Et donc, on a des variables propositionnelles, ici, que j'ai notées TA, TB, TC, qui sont ou vraies ou fausses. Et à partir de ces variables propositionnelles, on va modéliser, ici, un système physique très, très simple. Donc, à partir de ces variables propositionnelles qui indiquent donc TA est vrai si il y a du courant sur le tableau A, TB sur le tableau B, TC sur le tableau C, et puis on a deux disjoncteurs, et on va modéliser le fait qu'ils sont ouverts ou fermés par aussi une variable propositionnelle. À partir de ces variables propositionnelles, on va modéliser le bon fonctionnement du système physique par une formule, qui est une formule de la logique propositionnelle, qui est une combinaison avec des connecteurs logiques et ou implications équivalents
sur les variables propositionnelles décidées au départ. Et ce qu'on va pouvoir vérifier, c'est le bon fonctionnement ou du système ainsi modélisé. Par exemple, est-ce que sur la base de cette modélisation, on est sûr, donc à partir de cette théorie du domaine, est-ce qu'on est sûr que s'il y a du courant sur le tableau électrique C, eh bien, ça veut dire que, alors ça implique qu'il y a du courant sur le tableau A ou sur le tableau B. Un autre exemple qui aussi de l'intérêt de la logique propositionnelle, même si elle est très simple au départ, bon, c'est inspiré d'un puzzle logique. Donc on pourrait dire que voilà, c'est pour essayer de décider sur la base de faits ou d'affirmations qui est coupable parmi 3 personnes. Donc ce qu'on sait, c'est que Jean, donc il y a 3 personnes, Jean, Bernard et Sophie. Jean dit que si Bernard est coupable, Sophie l'est aussi. Bernard dit autre chose, lui il dit que Jean est coupable et que Sophie ne l'est pas. Sophie, elle dit qu'elle n'est pas coupable, mais qu'au moins l'un des 2 autres l'est. Et ce qu'on sait, ce qu'on suppose, on va dire ce qu'on sait ici, c'est que chacune de ces 3 personnes ment si et seulement si elle est coupable. Donc à partir de ces affirmations-là, on est un peu perdu et on aimerait bien savoir qui parmi ces personnes est coupable et qui ne l'est pas. Alors en fait, vous allez me dire, bah, on n'en sait trop rien. Ben, si, en fait, on en sait tout à fait. Et la façon dont on va procéder, une approche donc, de représentation des connaissances, ça va être de modéliser chacune de ces affirmations, de ces phrases en français, par des formules logiques à partir de simplement 3 variables propositionnelles, J, B et S. J sera vrai si Jean est coupable, J donc signifie Jean est coupable, B, Bernard est coupable, et S, Sophie est coupable. Et soit ils sont coupables, soit ils ne sont pas. Donc ce sont des variables propositionnelles qui sont vraies ou fausses. À partir de ces variables propositionnelles, on va modéliser la première phrase qui dit que, et la contrainte qu'on sait que chacune des personnes ment si et seulement si elle est coupable. Donc la première dit que si Jean n'est pas coupable, alors on peut le croire, et alors on sait que si Bernard est coupable, alors Sophie l'est. Et si Jean est coupable, puisque soit il est coupable, soit il ne l'est pas, si Jean est coupable, alors on sait qu'il ment, et donc on affirme la négation de la formule précédente. Et on fait pareil pour chacune des affirmations, et ça se modélise très simplement, je dirais, quand on connaît un minimum des connecteurs logiques et leur sémantique, par des formules logiques propositionnelles. Et à partir de là, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est à partir de la conjonction de ces 3 formules, finalement, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Est-ce qu'on peut en déduire pour chacune des variables si elle est vraie ou fausse? Est-ce qu'on peut déduire que Jean est coupable ou que Jean ne l'est pas, que Bernard est coupable ou Bernard ne l'est pas? Et pareil pour Sophie, sachant qu'on ne sait pas, peut-être les 3 sont coupables. Alors vous allez me dire, partant de là, on n'a pas beaucoup avancé. Si on a avancé, parce qu'on est passé d'affirmation d'un texte en français en des formules de la logique des propositions et en des questions, en des requêtes que l'on va pouvoir poser à cette base de connaissances. Et là, on n'a plus besoin de réfléchir en tant qu'humain. On passe la main à un algorithme qui, lui, va être capable. Donc voilà, et la question qu'on se pose, c'est ça à partir de ces 3 formules. Est-ce que voilà, en fait, voilà, et l'algorithme, lui, va déduire que, en fait, de tout cela, on peut déduire de façon certaine que Jean n'est pas coupable et que Bernard et Sophie le sont. Alors, voilà, donc un système automatique d'automatisation de raisonnement va pouvoir inférer des connaissances à partir de connaissances qu'on a modélisées en entrée. Alors, vous allez me dire, tout ça, c'est un exemple jouet. Effectivement, ça ressemble à du Cluedo. Bon, il faut savoir malheureusement que ça illustre quand même un fait, que la mécanisation du raisonnement, donc si un algorithme est capable de faire des déductions comme ça, dont on est sûr à 100%, eh bien, c'est un outil puissant d'aide à la décision pour l'humain. Et ça, en particulier, quand les humains
en situation de crise ou de stress, ont beaucoup de difficultés pour démêler le vrai du faux, et en particulier pour tirer des conclusions qui sont pourtant sous leurs yeux logiquement évidentes. Et c'est une hypothèse qui a été posée par un psychologue de Princeton qui, selon lui, pourrait expliquer certaines catastrophes, comme des crashs aériens, et y compris la catastrophe de Tchernobyl, où des humains avaient sous les yeux, via des alarmes, tous les éléments qui pouvaient leur permettre de tirer des conclusions pour pouvoir réagir plus vite qu'ils ne l'ont fait. Donc, s'ils avaient eu à leur disposition une algorithmique qui aurait donc pu, qui n'est pas en stress, voilà, qui n'a pas de stress, les choses auraient peut-être pu être évitées. Alors, cette hypothèse du fait que face en situation de stress, les humains ont du mal à raisonner logiquement, même s'ils ont tous les éléments, ça a été confirmé ensuite par plusieurs expériences sur justement des puzzles logiques comme ce que je vous ai montré, menés auprès de plus de 500 étudiants. Alors, dans cette mouvance-là de mécanisation du raisonnement et de façon plus concrète et plus appliquée à des vrais domaines d'application, les systèmes experts qui ont été inventés, donc ce sont des logiciels qui ont été inventés en début des années 70 pour les premiers et ont eu un essor dans les années 80, sont des outils opérationnels d'aide à la décision qui ont été appliqués dans de nombreux secteurs industriels, scientifiques ou techniques. Alors, y compris en chimie, puisqu'il se trouve que le premier système expert, qui s'appelle Dendral, en fait, était un système expert de chimie organique qui était censé en fait, reconstruire les structures de molécules à partir de résultats de spectrographes de masse, à partir de connaissances expertes exprimées par des règles heuristiques acquises auprès d'experts humains de ce domaine. Donc, il y avait un chimiste qui justement permettait de nourrir les règles de ce système expert. Donc, un système expert, c'est un outil de la décision qui est très opérationnel, qui est mécanique, qui applique, si vous voulez, qui reproduit une certaine expertise dès lors que cette expertise a pu être formulée par des règles qui sont fournies en entrée à un algorithme qu'on appelle un moteur d'inférence et qui va appliquer ces règles dans tous les cas et donc permettre de mécaniser un certain raisonnement heuristique acquis auprès d'un expert. Alors, plus récemment, des raisonnements également logiques, qui généralisent un petit peu les raisonnements logiques que j'ai illustrés très brièvement en logique des propositions. C'est ce qu'on appelle le raisonnement par contrainte, qui, depuis maintenant une dizaine d'années, grâce à des énormes progrès de l'algorithmique, du parallélisme, du machine learning, a permis de faire en sorte que cette approche par raisonnement par contrainte passe à l'échelle de problèmes industriels, donc peut être appliquée vraiment dans des vrais problèmes industriels. Donc là, l'approche, elle est aussi, elle généralise un petit peu celle que j'ai illustrée sur mes petits exemples joués. L'approche, c'est un humain va modéliser par des contraintes son domaine. Et il va donc décider, il va dire voilà les variables qui sont importantes dans mon domaine et leur domaine, dans mon domaine d'application, les voilà. Et voilà les contraintes que je sais que je pose sur ces variables. Donc, par exemple, si je suis dans un problème d'ordonnancement de tâches, je vais définir différentes tâches en définissant les dates de démarrage de certaines tâches, le fait que des tâches doivent être finies avant le début d'autres, etc. Et ensuite, donc cet effort de modélisation, évidemment, elle demande un expert humain, mais ensuite, c'est un programme, c'est un algorithme qu'on appelle un algorithme CSP, Constraint Solving Problem, qui va résoudre ces contraintes de façon efficace et va permettre, si ce problème peut être résolu, il va fournir des résultats de coût minimal
et donc le meilleur ordonnancement ou le meilleur emploi du temps, ou etc., selon les contraintes posées qui lui ont été fournies en entrée. Alors, j'illustre cette approche sur un exemple hyper simpliste de conception, de production d'une voiture à partir d'éléments qui sont construits dans différentes usines, dans différents pays. Par exemple, l'Espagne la France va se charger de construire la caisse de la voiture, l'Espagne les enjoliveurs, l'Allemagne la capote et la Belgique les pare-chocs. Voilà. Et puis, j'ai des couleurs qui peuvent aller ou pas ensemble, et c'est ça que je vais exprimer, des contraintes. Ici, de couleurs, hein, c'est vraiment pour illustrer. Où je vais poser, je vais dire quels sont l'appariement de couleurs qui sont autorisés par un graphe de contraintes. On appelle ça un réseau de contraintes, très simple ici. Bien sûr, il faut voir que dans des vraies applications, on va avoir des réseaux qui vont avoir plusieurs milliers de contraintes et des centaines de variables, bien sûr. Et à partir de là, les approches algorithmiques, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont appliquer un certain nombre de règles pour déjà simplifier les contraintes, parce qu'en général, ce qui pose problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de contraintes et on va pouvoir essayer de les simplifier. Et donc, par des techniques qui s'appellent ici de forward checking, je ne vais pas rentrer dans les détails, pour finalement arriver à réduire ce qu'on appelle l'espace de recherche. Et ensuite, on va essayer toutes les possibilités et pour voir celles qui marchent. Et éventuellement, parmi celles qui marchent, choisir la meilleure selon un certain critère. Donc, tout ça, c'est pour vous montrer qu'une partie de l'intelligence artificielle, c'est la mécanisation algorithmique de raisonnement, et on peut imaginer et on peut traiter différents types de raisonnement. Le raisonnement logique le plus rigoureux, c'est le raisonnement mathématique, c'est le raisonnement hypothético-déductif. Mais il y a d'autres types de raisonnement qu'on a essayé aussi de modéliser en intelligence artificielle. Le raisonnement par analogie, par exemple, qui consiste à résoudre un problème nouveau par similarité avec un problème résolu et stocké en mémoire. Le raisonnement en présence d'informations incomplètes ou incertaines. Et là, il y a eu beaucoup de travaux pour essayer de voir comment prendre en compte l'incertitude et ou l'incomplétude de l'information. Et il y a aussi le raisonnement qui est, si vous voulez, à la base de l'apprentissage automatique, où il s'agit on va raisonner à partir de données par abstraction et généralisation. Alors, chacun de ces types de raisonnement a donné lieu à des travaux, a donné lieu à des problématiques plus ou moins difficiles à résoudre. Et moi, je vais juste illustrer une approche pour justement pouvoir de modélisation du raisonnement dans l'incertain, où la logique classique ne suffit pas. De plus en plus, évidemment, on sait que dans beaucoup de cas, les connaissances qu'on a, les règles ont des exceptions, ne sont pas sûres à 100%. Les informations sur lesquelles on a, ou les observations sont entachées d'incertitudes et ne sont pas fiables à 100%. Le langage naturel, le français lui-même, n'est pas rigoureux comme la logique. Donc, tout ça fait qu'il faut de temps en temps savoir prendre en compte l'incertitude. Donc, il y a eu beaucoup de travaux autour de ça depuis maintenant 50 ou 60 ans. C'est un problème très difficile. Il y a différentes approches. Et moi, je vais juste vous illustrer une approche qui est de ce qu'on appelle les réseaux bayésiens. Donc, les réseaux bayésiens, en fait, ça s'appuie sur ça modélise un certain type de raisonnement incertain en s'appuyant sur la théorie des probabilités. Voilà, ça c'est une théorie mathématique bien avérée, mais pour essayer de raisonner de façon compacte sur des distributions de probabilités, parce que c'est ça la difficulté, en fait, quand on a des probabilités pour modéliser des choses complexes. Souvent, eh bien, ça explose de façon combinatoire. Il y a trop de cas et on a du mal à aller au bout de calcul.
Donc là, j'illustre juste un petit réseau bayésien de rien du tout, dans un domaine inspiré par la robotique, où j'ai un robot mécanique industriel que je vais modéliser juste avec 4 variables. Alors évidemment, il faut aussi que je fasse une certaine modélisation de mon domaine. Et ici, je le modélise par 4 variables boolées, par 4 variables. B, M, L et G. B, donc ça voudra dire que la batterie fonctionne correctement. Donc mon robot, il a un bras, et donc M dira que juste le bras bouge. L, donc mon robot, il est censé soulever un bloc. Donc L modélisera que le bloc peut être soulevé, n'est pas trop lourd. Hein. Et G va modéliser le fait que la jauge indique que la batterie est chargée. J'ai la batterie, mais j'ai aussi un indicateur, un voyant qui m'indique si cette batterie est chargée. Et donc, je vais modéliser en fait les dépendances qu'il y a entre ces variables par une structure de réseau. Et le voilà ici, c'est tout simple. Ici, c'est un réseau tout simple, mais en fait, qui indique que, alors on peut le voir de différentes manières, mais indique qu'il y a une dépendance, il y a une probabilité conditionnelle entre les variables G et B, entre les variables M et B, entre les variables M, B et L, et voilà, et c'est ça. Mais par contre, qu'il y a absolument que les variables B et L sont, elles, indépendantes conditionnellement. Et donc, à partir de là, à partir de cette modélisation du domaine, où c'est moi, humain, expert du domaine, qui connaît ces dépendances, ces indépendances, je vais donc pouvoir, en fournissant simplement des probabilités conditionnelles limitées, ici la probabilité conditionnelle que la jauge indique que la batterie est chargée, sachant que la batterie est chargée. Donc là, en gros, c'est juste pour modéliser que la jauge, parfois, elle peut elle-même être dysfonctionnelle, et donc, mais que dans la grande majorité des cas, quand elle m'indique que la batterie est chargée, c'est que la batterie est chargée. Mais elle peut aussi indiquer que la batterie est chargée alors qu'elle ne l'est pas, avec une très faible probabilité. Donc, c'est ma façon de modéliser l'incertitude. Alors, l'intérêt de ça, sans rentrer dans les détails, c'est qu'à partir de ça, on va pouvoir faire des calculs en appliquant une règle, la règle de Bayes. On va pouvoir faire des calculs très compacts et faire ainsi des inférences variées pour répondre à des questions diverses et variées. On va pouvoir faire du diagnostic ou de la prédiction, tout ça avec juste à partir de ces données d'entrée de façon efficace en appliquant une règle qui est une règle qui s'appelle la règle de Bayes et qu'on applique en la torturant dans tous les sens. Donc là, par exemple, on va pouvoir calculer la probabilité que le bras bouge, sachant, en tout cas, quand le bloc peut être soulevé. Eh ben, on va le calculer avec toute l'incertitude qui est modélisée ici, en appliquant donc, voilà, des formules de probabilité, et on va arriver à une valeur de probabilité, donc une probabilité très forte. Effectivement, heureusement, le bras du robot va pouvoir bouger quand le bloc n'est pas trop lourd. Et on peut aussi, toujours en appliquant, sans rien changer, enfin, en appliquant les mêmes règles, je dirais, calculer ce qu'on appellera des diagnostics, la probabilité que, dans quel cas la probabilité que le bloc ne peut pas être soulevé, sachant que quand le bras ne bouge pas. Donc c'est pareil, là c'est voilà, je m'aperçois que le bloc j'essaie de trouver un diagnostic expliquant pourquoi le bloc ne peut pas être soulevé. Donc ça peut être ça revient à des calculs de probabilité, et les réseaux bayésiens permettent un calcul rapide de probabilité dans des domaines qui peuvent être évidemment plus compliqués que celui que je vous ai montré. Un autre exemple dans lequel je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est assez représentatif d'exemples un peu plus réalistes que celui que j'ai montré là juste avant, où en fait on va modéliser par des variables, on va avoir des variables qui sont observables, des variables qui peuvent être testées,
des variables qui sont des variables diagnostiques et des variables cachées. Donc là, j'illustre cela sur l'exemple d'une voiture qui ne démarre pas. Il y a plusieurs diagnostics possibles. Il n'y a plus d'huile, il n'y a plus d'essence, il y a l'arrivée d'essence qui est bloquée, il y a le starter qui est cassé et d'autres choses. Je peux tester, donc je peux savoir des choses je peux vérifier que les lumières marchent, etc. Et en fonction de tout ça, je vais pouvoir faire un calcul de diagnostic. Quelle est la probabilité du meilleur diagnostic parmi tous les diagnostics possibles, compte tenu des observations. Donc là, je passe maintenant à la deuxième partie. Donc, j'ai fait un survol très, très rapide, mais enfin, voilà, de ce qu'on appelle l'IA symbolique. Donc, il travaille sur des modélisations, en fait, des modélisations explicites du domaine d'application. Et maintenant, je passe à un tout autre sujet qui fait partie de l'intelligence artificielle, mais qui est plutôt du ressort de ce qu'on appelle souvent l'intelligence artificielle numérique et qui est l'apprentissage automatique. En anglais, machine learning. Et c'est actuellement, voilà, souvent, actuellement, quand on écoute les journalistes, l'IA se réduit à l'apprentissage automatique, ce qui n'est pas le cas. Mais c'en est une branche très importante. Et je vais expliquer pourquoi, en fait, au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est une branche qui a vraiment le vent en poupe, parce que c'est donc la problématique du machine learning, c'est quoi? C'est plutôt que de s'appuyer sur des connaissances qu'il faut acquérir auprès d'experts, qu'il faut modéliser ou bien par un réseau bayésien, ou bien par des réseaux de contraintes, ou par des formules logiques, c'est compliqué. Donc, peut-être que ce qu'on va essayer de faire, on va partir des données telles qu'elles sont, et on va essayer de découvrir à partir des données des régularités ou des corrélations, enfin faire des abstractions qu'on va pouvoir ensuite utiliser pour mieux prédire sur de nouvelles données qui arriveront, qui représenteront de nouveaux cas. Donc, hors des données, on croule sous les données. Donc, on les a. On n'a pas besoin de les modéliser, elles sont là. Et l'idée de cette approche complètement duale de celle que je viens de présenter avant, c'est de dire, ben voilà, il y a les données, on va essayer de trouver des choses dans ces données et des choses utiles qu'on va pouvoir après utiliser pour mieux prédire de nouveaux cas. Alors, en apprentissage automatique, il y a encore deux visions et deux approches qui sont assez différentes. Il y a ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. Donc, on a les données, elles sont ce qu'elles sont, et l'apprentissage non supervisé, ce qu'il va essayer de faire par un différent ensemble de techniques, c'est en fait faire ce qu'on appelle du clustering. On va essayer de regrouper des données similaires. Voilà. Et déjà, quand un nouveau cas va arriver, eh ben, on va essayer après de le rapprocher du bon cluster. Et puis, il y a l'apprentissage supervisé. Alors là, c'est celui-là qui est vraiment très, très, enfin, donc, dont on parle beaucoup actuellement avec le deep learning. L'apprentissage supervisé, ça a besoin d'être nourri par des données, mais par des données étiquetées. Et je vais expliquer ensuite, du coup, ces étiquettes, enfin, qu'est-ce qu'on va après en faire. Je vais d'abord, avant de passer à l'apprentissage supervisé, je vais dire un mot d'une technique de clustering, qu'on appelle souvent d'apprentissage non supervisé. Souvent, on parle alors de fouille de données, et un des algorithmes le plus basique de fouille de données, c'est la recherche de ce qu'on appelle des item sets fréquents. Alors, vous allez vite comprendre l'idée si je l'illustre sur l'analyse de tickets de caisse. Donc, vous imaginez une grande surface, un grand magasin, une grande enseigne, eh ben, elle stocke tous les tickets de caisse qui passent par les caisses de ce magasin, donc tous les produits qui sont vendus ensemble.
donc qui sont achetés ensemble plutôt par un acheteur. Donc, vous imaginez, bon, mon petit exemple, il a 5 acheteurs, mais 5 tickets de caisse, mais des tickets de caisse, il y en a des millions, des centaines de millions qu'il va falloir analyser. Et donc, voilà, un ticket de caisse, on va indiquer, il y a les produits qu'on achète dans ce magasin, et puis un ticket de caisse, il contient ou pas ces produits. Je remplis ça par des 1 et des 0. Donc, le premier ticket de caisse, il a acheté du pain et du lait, et puis c'est tout. Le deuxième, du pain, des couches, de la bière, des œufs, et c'est tout, ainsi de suite. Et donc, d'un point de vue algorithmique, ce qu'on va pouvoir faire, et ça coûte ça demande beaucoup de ressources calcul, mais en fait, on va calculer ce qu'on appelle les item set fréquences, et c'est les sous-ensembles, si possible maximaux, de produits qui sont achetés ensemble assez souvent. Donc, on a un seuil. Et donc là, par exemple, sur mon petit exemple, on va trouver que pain et lait, c'est acheté assez souvent ensemble. OK, ce n'est pas très étonnant pour qui connaît. Voilà. Par contre, il y a des choses un peu plus étonnantes qui peuvent apparaître donc, dans les données telles qu'elles sont. Par exemple, que vous voyez un certain nombre de tickets de caisse suffisamment fréquents pour qu'ils soient repérés par l'algorithme qui trouvent que il y a pas mal de personnes un nombre, disons, significatif de personnes qui achètent ensemble, qui achètent de la bière, des couches et du lait. Alors, à partir de ces items set fréquents, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'abstraire des règles. Par exemple, là, c'est une règle d'association, c'est de dire les gens qui achètent des couches et du lait, ils achètent aussi de la bière. Et c'est une règle qui n'est pas évidemment vérifiée par tous les tickets de caisse, donc il faut on va lui associer une confiance et un support. Je n'explique pas comment on le calcule, mais ça se calcule. Alors vous allez me dire, c'est bizarre cette règle. En fait, cette règle, c'est pour ça qu'elle est souvent utilisée comme exemple, elle a été utilisée en marketing parce qu'en fait, si on s'aperçoit que bière, couche et lait, des gens achètent souvent ensemble ça, il y a deux choix. Soit on va, alors souvent, d'où ça sort, c'est souvent les jeunes papas, pendant que la maman est à la maternité, c'est eux qui font les courses et ils achètent des couches et du lait parce qu'il en faut, puis ils achètent aussi de la bière parce qu'ils ont besoin un petit peu de réconfort. Et donc, ça, après, c'est exploité. Alors après, ça s'est traduit par des gens spécialistes du marketing pour gérer le magasin, soit en mettant les bières, les couches et le lait les plus près, ou au contraire en les mettant les plus éloignés, ce qui permettra aux acheteurs qui achètent souvent ça ensemble de passer par d'autres rayons du magasin. Mais là, c'est hors de l'algorithmique. Ça, c'est maintenant, ces règles-là sont fournies à des gens spécialistes de marketing. Ils en font ce qu'ils en veulent pour gérer leur magasin. OK, j'en arrive. Donc ça, c'était emblématique voilà, d'une approche non supervisée où on part des données, on essaie de faire parler les données en regroupant ensemble, en montrant, en explicitant des ensembles de données qui sont co-occurrents souvent. Et après, pour espérer qu'un humain qui lit ça va en tirer des conclusions pour son application. Alors, j'en arrive maintenant à illustrer les techniques d'apprentissage supervisé, dont les réseaux de neurones sont les techniques les plus populaires à l'heure actuelle. Et les applications phares de ces techniques sont la reconnaissance d'images. Reconnaissance d'images au sens large, hein, les premières applications de ces techniques d'apprentissage supervisé par réseau de neurones, c'était la reconnaissance de chiffres manuscrits pour reconnaître de façon automatique les codes postaux sur les enveloppes manuscrites. D'accord ? Donc, ce sont des images, hein, les chiffres, les différents chiffres sont des images qui sont qui varient d'un utilisateur à l'autre, et tout le but est de reconnaître un 1 parmi toute la diversité de la façon d'écrire un 1 de façon manuscrite. Alors, comment on fait comment marchent ces réseaux, ces algorithmes? En fait, ils ont besoin
d'avoir un certain nombre d'images d'entraînement. On appelle ça des images, enfin des données étiquetées, c'est-à-dire ils vont avoir un certain nombre d'images où on sait, voilà, c'est une image et on sait que c'est un 1. Une autre image, on sait aussi que c'est un 1, etc. Et suffisamment d'images pour lesquelles on sait, on a quelqu'un, un humain, à étiqueter et a su associer à ces images de quelle image il s'agit, si c'est a reconnu le 1, le 2 ou le 3. Enfin, voilà. Et ensuite, donc, ces données-là sont fournies à ce qu'on appelle en entrée d'un réseau de neurones. Donc, les images qui sont des pixels et leur étiquette. Alors, je vais dire, plutôt que de prendre les étiquettes 1, 2, 3 jusqu'à 9, pour les reconnaissances de chiffres, je vais dire chien ou chat. D'accord. Donc, voilà, je veux reconnaître des images de chien et des images de chat. Je fournis en entrée de mon réseau de neurones un ensemble d'images dont je sais que ça correspond à un chien, un autre ensemble d'images, je sais que ça correspond à un chat, et puis je passe ça à la moulinette. Et la moulinette, c'est en fait d'avoir un ensemble de petits programmes élémentaires qui prennent en entrée les pixels, qui va les pondérer la plupart. Donc, en fait, chaque neurone fait un calcul très simple, une combinaison linéaire de ces entrées, puis passe le résultat de cette combinaison linéaire par une fonction d'activation, et puis il y a une activation en sortie qui ensuite est passée à la couche suivante. Et au départ, ici, en entrée de tous les neurones, on a les images étiquetées, et à la fin, on a l'activation que ça a donné sur les étiquettes ou les classes chien ou chat. Donc, l'idée, en fait, enfin, comment dire, que ce que font ces algorithmes, donc c'est en fait une espèce de fonction combinée de fonctions linéaires et de fonctions non linéaires. En fait, c'est une combinaison de plein de fonctions élémentaires. Certaines sont des combinaisons linéaires, d'autres non. Et les combinaisons linéaires sont pondérées, sont des combinaisons donc, avec des poids. Et l'idée, c'est d'apprendre par essai-erreur, mais ça, c'est l'algorithme qui se débrouille, par des techniques dans lesquelles je ne vais pas rentrer en détail, d'apprendre les poids les plus qui approximent le mieux, c'est les poids les plus adaptés pour que la reconnaissance sur les images d'entraînement soit la meilleure. C'est-à-dire pour que ça reconnaisse à plus de 90% les images que je sais être des images de chiens. Et pareil pour les chats. Donc, c'est une façon de trouver les poids qui font que ça va bien marcher ça va très très bien marcher sur mon image, sur mes données d'entrée pour lesquelles je connais le résultat. Et ensuite, eh bien, ce qu'il fait, c'est qu'ensuite, on a une nouvelle image où là, on n'a pas l'étiquette, on a juste les pixels. Et donc, on fait passer cette image au travers de cette combinaison linéaire, cette combinaison de combinaison linéaire et de combinaison non linéaire, donc de ce réseau, et on regarde à la fin quelle est la classe qui est la plus probable au vu des coefficients qui ont été appris et ajustés. Et on dira, c'est un chien ou c'est un chat, si c'est un chien ou un chat qu'on voulait reconnaître. Donc, c'est comme ça que ça marche. Mais pour que ça marche bien et que ça donne des bons résultats, eh bien, il faut un réseau de neurones avec beaucoup de couches. Et il faut aussi pouvoir, et donc avec beaucoup de coefficients qu'il va falloir ajuster. Et donc, ce qu'on appelle le temps d'entraînement, c'est-à-dire justement pour trouver les meilleurs poids possibles pour que la sortie donne de bons résultats, eh bien, ça croît de façon, le temps d'entraînement croît de façon souvent exponentielle avec le nombre de couches. Et donc, ces algorithmes qui sont connus depuis très longtemps, en fait, ils deviennent opérationnels avec de très bons résultats depuis peu de temps parce que grâce au progrès
en fait des machines qui permettent maintenant de faire beaucoup de calculs, de traiter beaucoup de données avec des ordinateurs de taille raisonnable. Alors, donc voilà, le deep learning dont on entend parler beaucoup, c'est en fait c'est une adaptation de ce modèle, c'est un réseau neuronal aussi, mais un peu particulier, donc dans lequel je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça fait partie de la famille des réseaux de neurones. Donc le principe que j'ai indiqué, c'est le principe qui et derrière tout ce qu'on appelle le deep learning, apprentissage profond en français, dont on entend beaucoup parler. On entend beaucoup parler parce que ça donne des résultats impressionnants en reconnaissance d'images. Donc, par exemple, vous fournissez à un réseau de neurones profonds une image, comme ça, par exemple, et il va être capable de vous dire, là, il y a un chien, là, il y a un bâtiment, là, il y a du ciel, là, il y a des arbres, là, il y a de l'herbe. Alors évidemment, ce n'est pas magique. Tout ça, c'est parce qu'il a été entraîné, ce réseau a été entraîné sur des millions d'images qui ont été étiquetées manuellement, dans lesquelles les gens ont dit, là, il y a un chien, etc. Et donc, quand il y a une nouvelle image qui arrive, il va être capable de segmenter de cette manière-là l'image. Alors, il faut savoir que seules les grandes entreprises telles Google et autres ont à la fois suffisamment de données et une capacité aussi de calcul suffisante pour entraîner ces réseaux de neurones. Mais la force, c'est qu'une fois que les réseaux de neurones sont entraînés, ça devient une espèce de combinaison linéaire, enfin une combinaison de plein de fonctions pour lesquelles on a les coefficients. Là, un modèle entraîné, lui, il ne prend pas beaucoup de place. Il peut être installé sur votre téléphone et il peut permettre alors de reconnaître des images de façon bluffante parce qu'il a été entraîné au préalable sur beaucoup d'images. Alors, c'est la même chose sur du texte. Je prends des exemples d'images parce que c'est plus parlant. Donc, résultat impressionnant, mais des erreurs aussi. Donc là, un exemple assez marrant. Voilà, donc nous, on reconnaît tous en tant qu'humains, enfin, beaucoup d'entre nous allons reconnaître ici que c'est une image de la reine d'Angleterre et que la reine d'Angleterre, sur sa tête, elle porte une couronne. Eh bien, ce qui a été marrant, c'est qu'un algorithme, il n'a pas découvert que c'était une couronne, il a repéré cette partie-là de l'image comme étant un bonnet de douche. Oui, c'est ça, un bonnet de douche. D'accord ? Pourquoi ? Et il l'a reconnu avec presque 100%. Pourquoi ? Tout simplement parce que la notion de couronne était un exemple sous-représenté. Il y avait très peu d'images de têtes couronnées dans le réseau de neurones qui a été entraîné. Un autre cas, on a vu aussi que finalement, on pouvait tromper assez facilement des réseaux de neurones. Donc là, je donne un exemple aussi issu d'un article où, en fait, on a une image ici d'un panda qui est reconnue après entraînement comme étant une image d'un panda. Si on rajoute ce qu'on appelle un peu de bruit dans l'image, très peu de bruit, invisible à l'œil, voilà, le résultat d'ajouter de ce bruit-là, ça donne cette image-là. Je suis sûre que vous ne voyez pas la différence à l'œil. Et bien, l'algorithme, lui, il va changer de classe. Il va dire, ce n'est plus un panda, c'est un gibbon. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles beaucoup de gens travaillent actuellement pour essayer de rendre le plus fiable possible les algorithmes d'apprentissage automatique supervisé pour reconnaître, par exemple, correctement en voiture autonome qu'il y a un piéton qui traverse et la voiture doit s'arrêter. Pour terminer assez rapidement, voilà, oui, je regarde ma montre. Donc, le troisième partie dont je voulais parler, c'était la perception artificielle, dont en fait, j'ai un peu parlé déjà, puisque j'ai parlé de la perception visuelle avec l'approche à base de réseau de neurones et deep learning qui marche très bien.
Alors, il y a aussi d'autres techniques, d'autres techniques d'apprentissage qui sont aussi très, très utilisées, en particulier en robotique, qui est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Donc, pour pouvoir, en fait, aider à combler ce qu'on appelle le fossé sémantique entre le signal d'entrée. Un robot, lui, qu'est-ce qu'il est quand un robot ou une voiture autonome, hein, disons un robot, qui circule dans une pièce, il a plein de capteurs et il a des capteurs sonores, visuels, il y a des signaux d'entrée. Et puis, toute la difficulté est, parmi ces signaux d'entrée, de reconnaître, de reproduire des actions ou de reconnaître des obstacles à un bon niveau d'abstraction comme nous, humains, on le ferait. Et donc, pour ces domaines d'application, l'apprentissage par renforcement, c'est quelque chose de très utile. Alors, c'est des algorithmes qui apprennent en recevant de l'environnement, quel qu'il soit, une récompense. C'est-à-dire qu'en gros, s'ils font une action qui est correcte, enfin, qui ne va pas poser de problème, dans ces cas-là, il a une récompense au sens informatique, c'est-à-dire qu'on va lui dire, bah oui, ça c'était bien, c'était une bonne action. Par contre, s'il rencontre un obstacle et il n'a pas su l'éviter, là, on va lui faire baisser cette récompense. On va lui dire, ben là, c'est une action, donc je l'évalue à très mauvaise. Et donc, à partir de là, ça va permettre à des machines de déterminer automatiquement le meilleur comportement dans un contexte spécifique pour maximiser ses performances. Alors, je vais illustrer ça sur un petit exemple que j'ai pris, que j'ai emprunté à un de mes collègues, qui est… Attends, je vais couper le son, excusez-moi. Est-ce que je vais couper le son? Voilà. Donc, c'est pour apprendre à un robot, enfin un bras d'un robot, à retourner une crêpe correctement. Donc, au départ, voilà, on commence à lui donner quand même un peu d'entrée avec un humain qui lui montre certains mouvements. Et puis après, il est tout seul. Voilà. Donc là, l'apprentissage par renforcement, c'est s'il arrive à retourner la crêpe, c'est une récompense. S'il n'arrive pas à la retourner ou s'il la tombe, c'est une récompense négative. Donc voilà, donc, il essaye et donc il modifie son mouvement et puis il procède par essai-erreur. Donc là, on voit ce qui se passe au bout de 11 essais. Bon, ben, ce n'est pas terrible. La crêpe, elle n'est pas retournée. Enfin, là, elle est retournée, mais elle tombe. Enfin, voilà. Donc, après 20 essais, c'est toujours pas terrible. On voit qu'il y a un petit peu… on voit que le mouvement change. Mais… Alors, donc là, on montre qu'en ajoutant, en fait, maintenant une caméra qui va permettre après au robot d'ajuster mieux les choses, l'apprentissage par renforcement va être optimisé. Donc là, on voit qu'il commence à bien faire le mouvement, à se débrouiller pour retourner une crêpe. Et là, après, au bout de 50 essais, il retourne parfaitement la crêpe. Donc là, c'est une illustration, en fait, du concept d'apprentissage par renforcement et apprentissage par essai-erreur qui est implémenté ici dans un contexte un peu ludique. Donc, j'en arrive à ma conclusion. Où j'ai essayé de vous montrer qu'en fait, contrairement à ce qu'on peut entendre, juste qu'on voit un petit peu la façon dont l'intelligence artificielle est présentée dans la presse en particulier, c'est que en fait, l'intelligence artificielle, ça recouvre des tas de techniques qu'on peut déjà distinguer en deux familles. L'IA symbolique centrée sur des connaissances qu'il va falloir formaliser, mais à partir du moment où elles sont formalisées, après, il y a des algorithmes de raisonnement qui vont pouvoir inférer des conclusions qui vont être faites de façon automatique, versus l'IA numérique, qui est plus centrée sur les données, mais où là, on a des réseaux, ici illustrés par des réseaux de neurones, qui deviennent quand même des boîtes noires, qui sont très difficiles à expliquer à un humain, mais qui donnent des bons résultats, mais sans qu'on sache vraiment expliquer pourquoi. Pour un cas particulier. Alors, bon, pour la reconnaissance d'image, ce n'est pas très grave. Parce que, bon, si on se trompe, on a reconnu un chien et c'est un chat, ce n'est pas très grave.
Quand il s'agit de prédire, par exemple, une tumeur, est-ce que dans mes images, ce n'est pas des images de chiens et de chats, mais c'est des images de radio, et il y a certaines des radios contiennent des tumeurs, d'autres non. Là, déjà, on a envie quand même d'être un peu plus, de savoir pourquoi on a cette prédiction, pour aussi, si c'est des prédictions en fait de prêt, hein, voilà, je fais une demande de prêt, le système me dit ah ben non, désolé, ou on aimerait bien savoir pourquoi. Et aux États-Unis, il y a aussi des systèmes comme ça qui prédisent le taux de récidive de prisonniers et qui vont donc oui ou non accepter la liberté conditionnelle de prisonniers. Et là aussi, on a envie de savoir pourquoi, d'autant plus que ce qu'on a montré, c'est que ces algorithmes-là étaient biaisés par les données d'entrée qu'on lui fournissait. Donc, mais par contre, dans beaucoup de cas, ça donne des réponses très bonnes, mais ce n'est pas des choses à 100%, et surtout, ce n'est pas appuyé sur des explications ou sur un raisonnement. Donc, en fait, les deux approches en fait, sont assez incomparables. Elles ont des forces et des limites duales. Donc, par construction, l'IA symbolique, basée sur des connaissances, eh bien, l'emporte sur l'IA numérique en termes d'explicabilité et de transparence. Mais par contre, l'IA numérique l'emporte sur l'IA symbolique en termes de robustesse et d'efficacité. Donc, vous l'aurez compris, ma conclusion, ce qui n'est pas ma conclusion à moi, mais à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens en recherche qui travaillent sur essayer justement de combiner, d'intégrer, de faire coopérer ces deux approches, ces deux types d'approches. Et donc, c'est vraiment le véritable enjeu de l'IA de demain, sur lequel on travaille aujourd'hui dans les laboratoires de recherche. C'est vraiment comment intégrer, combiner, faire coopérer des techniques d'apprentissage et des techniques de raisonnement sur des connaissances. Voilà, je vous remercie et je vais essayer, je vais peut-être arrêter le partage d'écran pour accéder aux questions que je ne vois pas. Alors, est-ce que je vois les questions? Je ne sais pas s'il y a des questions et comment ça va se passer. Je crois que c'est peut-être Philippe Goubert qui va... En tout cas, merci pour la conférence. Il y a deux questions en ce moment. Merci pour la conférence. J'ai trouvé ça très clair. Et puis, cette alternative entre prendre la voie de gauche et la voie de droite, est-ce que est-ce que le raisonnement est bien compris, est bien clair et effectivement, je comprends ce que je fais. Et de l'autre côté, je ne comprends pas tout à fait ce que je fais, mais j'ai un résultat qui est efficace. Ça interpelle quand même. Oui. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette efficacité tout en ne comprenant pas ce qui se passe? Alors, en fait, ce n'est pas qu'on ne comprend pas ce qui se passe, c'est-à-dire que si on peut, comme je vous l'ai dit, en fait, les réseaux, les réseaux de neurones, on sait combien ils ont de couches, on sait ce que chaque neurone fait, c'est-à-dire c'est un calcul élémentaire. Simplement, le résultat, pour que ça marche bien, il faut énormément de couches, énormément de réseaux de neurones et donc énormément de coefficients. Et donc, on ne peut pas expliquer à quelqu'un, ah ben voilà, en termes d'image, on peut peut-être l'expliquer, mais en termes de, même non pour une radio non plus. Voilà, votre image, il y a une tumeur là, parce que voilà, on a ce poids, à cause de ces poids là. Donc on sait comment ça marche, mais c'est pas ça explique pas à un niveau interprétable, compréhensible par des humains. Voilà, c'est ça le problème. Et donc d'ailleurs, dans les systèmes critiques, évidemment, les systèmes critiques, ça peut être certains systèmes médicaux, systèmes voitures autonomes, en avionique, etc. Il y a plein de constructeurs, de gens qui travaillent sur ce qu'on appelle des systèmes critiques, qui sont ceux-là, on les imagine bien, refusent d'utiliser des réseaux de neurones pour ces systèmes critiques parce qu'ils ne sont pas capables de les vérifier formellement. Voilà. Dans d'autres cas, ce n'est pas très grave. Dans le domaine des jeux, dans le domaine de reconnaissance d'images, si, c'est peut-être un peu embêtant parfois parce que si vous avez des caméras qui repèrent, je ne sais pas, quelqu'un de suspect, c'est peut-être quelqu'un de suspect qui est à tort suspect. Mais dans beaucoup de cas, dans 90% des cas, il repérera bien des suspects. Voilà, après, c'est selon les applications, c'est acceptable ou pas.
Mhm. Et puis, il y a aussi quelque chose qui interpelle effectivement, c'est le volume de données, c'est-à-dire on est toujours en train de chercher de plus en plus de données, donc il faut nourrir effectivement en termes de données tous ces réseaux de neurones, et en fait, ça nous mène vers les GAFAM, en fait, vraiment Tout à fait. vers ces gros du secteur qui, eux, effectivement, ont un nombre de données assez incroyable, puisque tout le monde utilise Google, En nombre de données étiquetées, incroyable, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais parfois, vous, en tant qu'utilisateur, on vous a déjà demandé, par exemple, de reconnaître telle image, dans telle image, reproduire ce que vous lisez ou reconnaître dans telle image s'il y a un bateau, etc. Vous avez dû le faire pour accéder à tel ou tel service. Et bien, en fait, ça sert uniquement à étiqueter des données. Donc, même de façon inconsciente, même, Ben oui, de façon… tout le monde participe à cette Oui, entreprise. oui. Donc, en fait, effectivement, ils prennent des longueurs d'avance, ils ont des longueurs d'avance Ah ben évidemment. et donc, effectivement, rattraper tout ça, je pense juste à des questions de géopolitique. Et en Europe, par exemple, pour Oui, avoir la maîtrise de nos données, et même la maîtrise de tout, tout de à ce qu'on fait. va nous certifier ou pas nous certifier, et puis le système dans lequel on s'embarque là-dedans, c'est que c'est Tout à complexe. fait. C'est pour ça qu'en Europe, la recherche en intelligence artificielle et aussi au niveau des entreprises, en fait, s'organise, peut-être un peu tard, mais s'organise quand même. Et en fait, on est coincé entre l'IA à la chinoise, où eux, les Chinois, ils sont très, très forts pour le deep learning, reconnaissance d'image. Et puis, vous imaginez pour quelles applications. Donc, c'est la surveillance à Oui. grande échelle. Les Américains, c'est plus sur l'aspect profit, enfin je caricature bien sûr. Et en Europe, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on n'a pas trop le choix non plus, c'est de notre point distinctif, c'est d'aller vers ce qu'on appelle une IA responsable et explicable, transparente, trustworthy, enfin, oui, de confiance, tout ce que vous voulez. Parce que je pense qu'effectivement, c'est ça dont on a besoin. Et je pense qu'on est arrivé un peu à l'heure actuelle, en fait, on prend conscience finalement que des algorithmes peuvent être utilisés. Ils ne prennent pas des décisions, hein, les algorithmes. Ils proposent des décisions et après, souvent, malheureusement, les humains décideurs disent ah ben c'est chouette, c'est l'algorithme qui m'a dit ça, ben, très bien. Voilà, mais On se bon, il faut dédouane, prendre conscience. on se Ils dédouane se dédouanent, c'est vrai, hein. c'est ça, on se dédouane à travers sans comprendre d'ailleurs le résultat Moi, j'ai de. un collègue quand même qui m'a dit, moi je lui disais quand même en médecine, c'est quand même hyper important d'expliquer les résultats, voilà, même si effectivement les performances sont très très bonnes de reconnaissance de tumeurs dans des radios, c'est quand même, voilà. Il m'a dit, ah ben non, moi j'ai vachement plus confiance dans un algorithme que dans un médecin. Bon, c'est un de mes collègues qui m'a dit ça, moi je suis restée sans voix, mais voilà, donc il y a des gens qui acceptent. Mhm. Ok, Peut-être que. oui, nous avons Oui, des questions des gens qui ont levé la main. Donc, Alors, alors, voilà, Monsieur la tête qui peut poser sa question, il peut activer son micro. C'est le législateur. Oui, non? en tout cas, moi j'en ai encore une parce que je trouve le sujet Bah, passionnant. attends, il y en a, Il y il y en en a, a des c'est questions. Oui, passionnant, oui. l'IA. Ouais. alors oui. J'ai Alors, aussi les questions dans les écrites là. oui, il Je y ne a sais pas aussi des quand est-ce que questions je dois y là. répondre. Oui, peut-être répondre aux On questions écrites peut. alors. Alors, Non, ouais. Allez-y, allez-y, oui. Donc la première, c'est assez technique, c'est sur l'exemple des jouets là, avec Jean-Bernard et Sophie. Pourquoi entre les énoncés non coupable et coupable, y a-t-il une conjonction, c'est-à-dire un et plutôt qu'un ou? Ben, en fait, c'est parce qu'en fait, c'est pour dire en fait, chaque personne ment si et seulement si il est coupable. Donc il y a un cas où on dit, ben, c'est les deux directions, c'est soit donc quand il ne ment pas alors, et quand il ment, alors. C'est deux implications pour couvrir le si et seulement si. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais ce n'est pas une erreur. Alors, une question de Il y Nathalie avait une Lebrun. lecture de questions. Il y avait une lecture de questions. Elle était en train de lire la question, la suite. Oui, l'autre question, c'est y a-t-il des comités d'éthique qui contrôlent les recherches et surtout les applications abouties de ces méthodes d'IA? Oui, en France, il y a des comités d'éthique autour de ça, oui. Et au niveau européen, quelque part, il y a aussi le règlement, le RGPD, le règlement général sur la protection des données, qui touche aussi à ces aspects, par exemple, qui impose
le droit à l'explication des résultats d'un algorithme, sans préciser exactement ce que ça veut dire explication. Mais en fait, voilà, au niveau européen en tout cas, il y a des régulations, il y a des comités d'éthique autour de ça. Oui. Nathalie Lebrun, une question. Oui, bonjour. Merci pour cette conférence très intéressante. Alors, moi, j'ai une question. En fait, actuellement, on a une recrudescence de l'usage de l'intelligence artificielle dans les formations et dans l'enseignement. Et on voit par exemple aux USA que c'est utilisé dans les écoles et les universités sous forme de tuteurs intelligents. Et donc, ils sont basés, soi-disant, sur l'intelligence artificielle. Alors d'abord, je souhaiterais savoir quel type d'intelligence artificielle est utilisé en fait dans ces tuteurs intelligents. Et en fait, les personnes prônent qu'avec ces tuteurs intelligents, il est possible de faire des parcours de formation complètement individualisés, se basant sur la performance dans l'apprentissage. Et il y en a même qui vont jusqu'à dire pourquoi pas le faire sans enseignant, de ne pas donner le même savoir à tout le monde et que chacun doit aller à son rythme. Voilà. Donc moi voilà, qu'est-ce que vous en pensez et quelle est l'intelligence artificielle qui est derrière ces systèmes? Alors, donc, les tuteurs intelligents, oui, c'est pas mal à la mode actuellement. Donc, après, ce qu'il y a derrière, ça dépend. Souvent, c'est des choses. C'est basé sur de l'entraînement des élèves ou des étudiants, par exemple, pour répondre à des questions. Voilà, ils ont eu un cours. Où ils ont eu un cours avec un enseignant, ce qu'on peut espérer, ou alors ils ont suivi un cours sur Internet. Et puis après, il y a des QCM, voilà, et ils répondent à des questions. Et puis en fonction des réponses à ces questions, c'est corrigé de façon automatique parce qu'un prof a conçu ces QCM. Et puis à partir de là, on va pouvoir, disons, personnaliser des recommandations. Lui dire, vraiment, là, tu as fait 3 fois un exercice sur, je ne sais pas quoi, la simplification des fractions. À chaque fois, ça a eu un résultat faux. Donc, on va recommander des exercices plus faciles, plus difficiles, enfin, selon les modèles que l'on veut, qu'on met derrière, pour recommander d'autres exercices, voire générer de façon automatique des QCM personnalisés. Voilà. Alors, derrière, bien sûr, il y a plein de connaissances expertes. Il y a la connaissance experte pour, par exemple, concevoir, je ne parle pas même pas des cours, mais concevoir des QCM, enfin qui sont intéressants et qui permettent de bien capturer le niveau d'un élève. Ça, ce n'est pas une machine qui le fait. La machine, elle va juste, si vous voulez, s'appuyer sur ce qu'elle sait bien faire, c'est-à-dire corriger de façon automatique, et puis après implémenter des systèmes de recommandation qui ont été aussi, qui implémentent en fait des modèles en sciences de l'éducation. Par exemple, je sais pas, moi je sais que je travaille sur un système un peu comme ça pour l'entraînement des étudiants en médecine. On a développé quelque chose où justement les recommandations, on a des collègues en sciences de l'éducation qui vont pouvoir implémenter des modèles du genre, là, il a passé trop de temps sur telle matière, il faut changer de matière. Enfin, apparemment, il y a des modèles de sciences de l'éducation qu'on va pouvoir tester et implémenter pour, entre guillemets, fournir des recommandations personnalisées. Voilà. Mais pour moi, ça, évidemment, c'est une toute petite partie c'est de l'entraînement. Vous voyez, c'est pour que les élèves puissent s'entraîner à faire des choses qui sont censés avoir acquises et comprises dans un cours fait par un prof. Donc, on peut éventuellement, voilà, ces tuteurs intelligents, pour cela, ça peut être des choses qui peuvent être utiles, mais ça ne remplace en rien, de mon point de vue, un prof en présentiel. Parce que moi, j'ai bien vu ce que ça donnait aussi. Je suis moi-même prof.
Et bon, voilà, donc les élèves, les étudiants eux-mêmes, hein, avec le confinement, là, nous ont dit quand même, hein, le présentiel, on comprend mieux quand même. C'est irremplaçable en termes Donc, d'interaction. ils en sont quelque part à cette expérience un peu forcée, ont convaincu un certain nombre d'étudiants que quand même, voilà, un prof, c'est utile. Alors, on a une question de Jean-Jacques Callier. Allez-y. Ah. Oui. Oui, C'est bon, vous entend. d'accord, très bien. Non, alors, je trouvais très intéressant votre exposé. Moi, je ne suis pas personnellement prof de physique, hein. Je suis prof de maths, mais j'interviens avec des collègues de physique en formation de profs scientifiques et éventuellement non scientifiques pour la préparation dans le domaine de l'aéronautique, donc ce qu'on appelle le brevet d'initiation à l'aéronautique. Et donc, on est amené à sensibiliser nos professeurs et nos élèves à la notion de prise de décision dans des situations qui sont effectivement critiques. Et donc, ça rejoint une partie de votre exposé. Donc, vous avez parlé, par exemple, du crash de la Korean Airlines. Les pilotes, dans leur formation, même les pilotes privés, hein, de petits avions, je veux dire, c'est quelque chose de très important qu'on leur apprend, c'est que le stress peut amener à ce qu'on appelle la tunnelisation, c'est-à-dire que la concentration est captée par quelque chose et donc l'ensemble de la situation n'est pas prise en compte. Et ce qui peut aboutir donc à des prises de décision qui sont catastrophiques en termes de sécurité. Alors, vous avez dit que dans le domaine de l'avionique, on commençait à réfléchir à des solutions à proposer justement à l'humain qui pilote pour prendre la bonne décision. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'à un moment donné, parce qu'à un moment donné, il faut que l'humain prenne la décision et peut-être qu'elle sera contraire à celle que va lui proposer la machine. Alors là-dessus, enfin, en avionique, j'ai un écho. C'est déjà fait depuis longtemps, hein, les programmes qui finalement de pilotage automatique en avionique, c'est déjà bien pris en charge. On peut appeler ça l'intelligence artificielle si vous voulez. En gros, hein, c'est des règles comme ça, voilà. Et ça marche très bien. En fait, ça marche souvent même. C'est bien plus fiable qu'un humain parce que dans l'avionique, c'est plus facile que dans une voiture autonome où on a des obstacles qui arrivent de n'importe où. Donc il y a déjà, en fait, et heureusement, et ça a rendu plus fiable l'avionique, l'aéronautique, que d'avoir des systèmes de pilotage automatique qui peuvent être vus comme des systèmes d'IA, hein, parce que bon, c'est pas des systèmes d'apprentissage automatique, c'est l'apprentissage de règles, et qui, eux, ne sont pas stressés. Donc, voilà, du coup, après le problème, c'est de savoir, et ça, je pense qu'ils sont aussi très avancés là-dessus, quand est-ce qu'on donne la main à un humain ou pas, ça je ne sais pas trop, mais effectivement, c'est plus dans certains domaines, c'est plus sûr de donner la main à un système automatique. Voilà. Mais ce n'est pas le cas, par contre, dans un contexte où l'environnement est très fluctuant, comme pour les voitures autonomes. Ou les voitures autonomes, je pense qu'elles ne sont pas prêtes de voir le jour parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué comme prise de décision, partagée entre la machine et l'humain dans ce contexte-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais bon. Oui, tout à fait. Non, mais on connaît bien, je veux dire, cette problématique du pilotage automatique. Un avion commercial, maintenant, un avion de ligne est absolument. Oui, il peut se poser tout seul. Il peut se poser tout seul, et puis donc c'est impossible pour un pilote de prendre en compte tous les paramètres de vol, l'altitude, la pression. Justement, oui, tout à fait. Voilà. Mais c'était plutôt dans le cadre de situations critiques. Par exemple, vous savez qu'enfin, tout le monde a en tête le film de Clint Eastwood où ce fameux pilote se pose sur l'Hudson. On peut se demander si un système d'intelligence artificielle embarqué aurait proposé la même solution qui a été prise par... On n'en sait rien. Mais il y aura probablement un apprentissage de ces situations aussi, peut-être. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Tout à fait.
D'accord, merci. Alors, je réponds à une question qui est posée par écrit. Est-ce que quand on fait en première NSI l'algorithme des cas plus proches voisins, on peut considérer ça comme une initiation à l'IA? Ma réponse est oui. En fait, j'aurais pu le choisir comme ça fait partie des techniques d'apprentissage non supervisé, d'apprentissage de clustering. Donc, on va créer des clusters et voilà, tout à fait. Hein. Donc, effectivement, j'aurais pu le prendre comme exemple plutôt que de mon calcul d'item 7 fréquent. Donc, la réponse est oui. Bon, ça fait longtemps que j'ai levé la main. Denis, oui, vas-y. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. C'est bon. Bon, voilà. Je me suis intéressé à ces sujets de neurones formels il y a très longtemps, parce qu'un collègue de mathématiques de mon lycée s'y était lui-même intéressé. Oui. Dans le questions et réponses, Oui. j'avais proposé une idée complètement folle. Enfin, moi, je la trouve complètement folle. C'est l'idée suivante. Comme nouveau mode d'apprentissage scolaire, demander à un élève d'apprendre à une intelligence artificielle à résoudre un problème de mathématiques, de physique ou de chimie. Est-ce que c'est raisonnable de penser à ça ou est-ce que c'est fou? Non, non, c'est très bien. C'est un bon exercice. En fait, parce qu'en fait, quelque part, c'est comment on fait rentrer l'expertise. Voilà, ça peut être par des essais-erreurs. Enfin, un des pères de l'IA en France, qui s'appelait Jacques Pitra, en fait, c'était vraiment son truc, ça. Il pensait qu'il fallait justement que les humains apprennent aux machines, apprennent aux machines, et puis c'était un cercle vertueux. Voilà. Après, je dis pas que c'est facile, hein. Mais quelque part, c'est ce qu'on fait lorsqu'on donne dans des cas simples des étiquettes aux exemples, hein. Oui. Quand vous avez parlé d'apprentissage non supervisé, ou supervisé d'ailleurs, j'ai pensé également à la loi de Hebb, qui était un neurophysiologiste qui avait proposé en 1950 une loi comportementale des neurones naturels et qui disait ceci. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom de loi de Hebb. Non. Quand deux neurones sont excités simultanément, elles augmentent entre elles leur coefficient synaptique, et quand un neurone est excité et l'autre pas, elles diminuent. Et la diminution peut aller jusqu'à la déconnexion physique des synapses, voire même au suicide cellulaire, c'est-à-dire à l'apoptose. Comment dirais-je, Hebb avait proposé cette loi en 1950, j'ai lu ça sur Internet, et à son époque, les possibilités de calcul des machines étaient insuffisantes pour permettre à ce malheureux chercheur d'illustrer et de défendre son idée en 1950. Est-ce que vous avez entendu parler de lui? Alors, non, moi, je ne suis pas spécialiste de deep learning, de réseau de neurones, hein, donc voilà. Mais il me semble effectivement qu'il y a des fonctions d'activation et désactivation, enfin, de certaines couches de neurones qui proposent ça. Mais j'en suis pas tout à fait sûre, hein. Alors, j'en profite pour dire que la terminologie réseau de neurones artificiel, c'est vraiment, enfin moi, je dirais qu'il faut la prendre comme une métaphore. C'est absolument pas la volonté. Un réseau de neurones n'imite absolument pas la façon dont le cerveau fonctionne, qui est beaucoup plus complexe, évidemment. Et avec des choses qui sont d'accord de la transmission de neurones, mais aussi il y a de la chimie, enfin il y a plein de choses. Donc évidemment, il faut prendre ça comme une métaphore voilà. C'est une métaphore quand même puissante parce que dans ce que vous avez dit, je retrouve cette idée de formation d'amas de connexion, ce que vous appelez des clusters. Alors, oui, mais les clusters, c'est pas, en fait, les techniques de clustering n'utilisent pas tellement les réseaux de neurones. Ils utilisent d'autres techniques comme d'autres techniques comme les cas plus proches voisins, dont apparemment, ce qui est bien, vous apprenez à vos élèves. Donc voilà, il y a beaucoup. Le problème de ces mots, intelligence artificielle, réseau de neurones, etc. Ça fait aussi, ça suscite un peu des fausses idées en fait. Vous avez vu un réseau de neurones, ça n'est que, en fait, mathématiquement parlant, hein, ça n'est qu'une combinaison énorme de fonctions élémentaires avec des coefficients et des poids et qu'on apprend sur des exemples. C'est tout.
C'est tout, et c'est comme vous le disiez, les réseaux de neurones, ça a été étudié depuis le début, sauf qu'ils n'étaient pas du tout efficaces. Ils sont devenus efficaces parce que, avec la puissance des machines actuelles et le nombre d'exemples qu'on peut traiter désormais, avec le parallélisme et tout, eh ben avec la force brute, ils deviennent efficaces, mais au prix d'une force de calcul très importante. Qui peut être considérablement aidé, enfin c'est moi qui le pense, par les progrès en informatique quantique. Oui, tout à fait. Qui font exploser le pouvoir de calcul, qui feraient exploser le pouvoir de calcul. Ils feraient, parce que pour l'instant, on ne sait pas les faire, mais oui, tout à fait. Bon, j'ai posé assez de questions. Alors moi, je peux peut-être revenir sur... vous avez parlé aussi de corrélation, l'idée de corrélation, c'est-à-dire qu'on rend des données, puis on essaie de voir si on trouve des corrélations. Et ces corrélations peuvent être fallacieuses parfois. Oui, tout à fait. Hein, donc, pas de la causalité. Oui, l'histoire de corrélation-causalité, cette affaire qu'on oui. doit absolument faire passer. Alors ça, c'est important de faire passer auprès des élèves. Si vous pouvez en parler, vous diriez quoi? Je dirais que c'est deux choses différentes, bien sûr, et qu'il y a plein d'exemples qui montrent que la corrélation entre variables n'est pas la causalité et que ça peut être tout à fait trompeur et que c'est ça le problème de l'interprétation des résultats statistiques, c'est qu'il faut les interpréter correctement et qu'il faut apprendre aux élèves à les interpréter correctement. Ce que je voudrais juste dire en termes de travaux de recherche actuels, il y a à nouveau, ça a été dès le début de l'IA, mais il y a un renouveau là de travaux qui essaie de travailler sur la causalité, comment détecter des causalités et qui ne soient pas juste des corrélations. Et donc c'est très difficile. Pour l'instant, il n'y a pas de résultats probants qui passent à l'échelle, voilà. Mais il y a des travaux là-dessus. Et c'est important de faire, enfin, de montrer à des jeunes la différence. Ah, tout à fait. Ok, très bien. Merci beaucoup. Voilà. Je crois qu'on arrive à la fin, Philippe. Oui. Est-ce qu'il y a encore des questions ou... Voilà, je pense que la journée va se terminer, il est presque 18 h. Peut-être qu'on peut remercier encore Marie-Christine Rousset pour cette conférence. Merci beaucoup. Et voilà, peut-être que tu peux conclure un peu la journée. Oui, alors là, on est une centaine, là, bientôt on va se quitter. Ça a été une journée assez riche, je crois très dense, assez riche. Pas mal de choses ont été dites et j'espère que vous avez apprécié cette journée, en tout cas les adhérents et les non-adhérents à l'association, et voilà, que vous reviendrez vers nous, en tout cas quand on se retrouvera l'année prochaine au congrès de Nancy, en tout cas en 2021, à l'automne 2021. Voilà, très bonne soirée à tous et merci encore une fois à Marie-Christine Rousset d'avoir introduit un domaine quand même difficile et tout à fait nouveau, qui est l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Merci.